Bonjour à toutes et à tous. Pour prolonger notre grand dossier scientifique sur le cannabis, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de sa réglementation en France. En effet, notre législation est l'une des plus répressives de l'Union européenne et pourtant, le niveau de consommation chez les jeunes est aussi l'un des plus élevés, bien loin devant la Hollande, il faut le préciser. Alors, notre politique de prohibition est-elle à bout de souffle? Peut-on imaginer d'autres réglementations, bien évidemment en préservant la santé des jeunes et des concitoyens? Ce sont les principales questions que nous allons nous poser dans ce Café Science générique. Voilà, c'est parti. Je vous présente tout de suite nos invités. Daniel Vaillant, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je rappelle quand même que vous êtes député de Paris, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Jospin. Vous avez présidé à l'Assemblée nationale un groupe de travail qui a remis en 2011, c'est pas vieux, un rapport favorable à une légalisation contrôlée du cannabis. C'est une position que vous défendiez déjà d'ailleurs en 2003, où vous aviez déclaré dans une tribune au journal Libération être favorable à une légalisation de la consommation pour les plus de 16 ans et à un contrôle de la production et des importations. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous avez cette position, très rare chez les politiques d'ailleurs, et donc plutôt courageuse. Mais d'abord j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez rien dit de tout ça entre 2000 et 2002, la période où vous étiez ministre de l'Intérieur. Pourquoi vous avez attendu 2003 ? Tout simplement parce que quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'étais chargé, avec les forces de police, de lutter contre le trafic. Je n'étais pas ministre de la Santé. Et donc, mon boulot, c'était d'obtenir des résultats dans la lutte contre le trafic. Des résultats. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu de résultats. Et donc, j'ai essayé de réfléchir, étant dans l'opposition, étant maire d'un arrondissement un peu concerné, le 18e, j'ai réfléchi et je me dis, le cannabis est une substance dangereuse, surtout quand elle est consommée sans modération et quelquefois avec des produits frelatés. Partir de là, comment être plus efficace? La loi 70, prohibition, elle ne l'est pas. Vous l'avez rappelé dans votre présentation. Et donc j'ai réfléchi, je me dis, la dépénalisation, qui est la thèse de certains, est-ce que ça lutte contre les dealers, les trafics, l'importation débridée? Non. Alors je préfère faire comme l'alcool. En gros, parce que le cannabis, mis à part qu'on ne meurt pas d'overdose avec le cannabis, avec l'alcool, on meurt d'overdose. Hein, il y a des rayons très minces, voilà, il y a des comas éthyliques. Eh bien, c'est un peu la même chose. À consommer avec modération, de manière naturelle, donc contrôlée, et puis lutter plus efficacement contre le trafic. Ça, c'est important à rappeler. Hein. Ah ben oui, mais moi, je suis pas là pour vous dire il faut un droit nouveau de consommation. Non, c'est pas ça. On va le voir dans le détail. C'est consommer mieux, moins, et surtout préserver la santé de ceux qui consomment. On va revenir sur tout ça dans le détail. Merci beaucoup. Anne Coppel, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes présidente d'honneur de l'AFR, c'est l'Association française pour la réduction des risques, notamment dans les drogues, dont le rôle est de parler clairement et sans tabou des drogues pour mieux les combattre. Alors il y a 4 millions, on peut dire à peu près, de consommateurs en France. Ça pose des problèmes de santé publique, ça pose des problèmes de trafic, on l'a dit, ça pose aussi des problèmes de racisme. Donc c'est un sujet dont on ne veut pas parler, c'est tabou en France ? Oui, je pense que c'est tabou. Parce que malgré tout, il y a quand même des... Comment dire, il y a des bases sur lesquelles, dans le secteur de la santé, on est tous d'accord. Hein. Je veux dire, on est tous d'accord sur... la dangerosité des produits selon l'usage. Et bon, vous parliez de l'alcool. Moi, je dirais l'alcool, c'est plus dangereux que le cannabis. Enfin bref, de toute façon, quoi qu'il en soit. Mais on est aussi, malgré tout, dans le secteur de la santé, enfin spécialisé dans ce champ, on est tous d'accord aussi que la répression n'a pas fonctionné. C'est tout, il y a un échec. Donc vous faites un constat. On fait un constat qui est celui des Américains, parce que les Américains, je pense que ça c'est très important, les Américains ils ont lutté, ils ont incarcéré 30 millions de personnes, qui sont 90% des Noirs.
30 millions de personnes de 1986 à 2006. Donc forte politique de prohibition. Voilà, Et puis là, ils il l'ont change. mené vraiment au maximum, hein, et ça n'a rien donné, ça n'a pas diminué le nombre de consommateurs ni les trafics. Donc là, il y a un bilan à faire. D'accord. Docteur Bertrand Lebeau, vous êtes addictologue, vous êtes notamment membre du comité scientifique de SOS Addiction, et j'ai lu sur votre site qu'avec votre président William Levenstein, vous disiez qu'il faut faire du cannabis une priorité nationale. C'est donc qu'il y a un véritable problème de santé publique. Oui, il y a un problème de santé publique parce que, disons, l'élément nouveau, il y a deux éléments nouveaux de ces dernières années. C'est une massification des consommations. Il y a beaucoup plus de consommateurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais il y a un deuxième élément qui intervient et qui, lui, est effectivement préoccupant, c'est que l'âge des premières consommations a beaucoup diminué. Donc il y a aujourd'hui des mômes, pour le dire comme ça, de 12-13 ans qui sont déjà devenus des consommateurs relativement habituels de cannabis. Et disons, ça n'est pas bon pour leur scolarité, le plus souvent, surtout s'ils fument le matin avant de partir en classe. Et ça n'est pas bon non plus, d'une manière générale, de consommer des drogues. Hein, c'est aussi bien, ça concerne aussi l'alcool, hein, ou le tabac, de consommer des drogues, licites ou illicites, quand on est en pleine période d'adolescence et de maturation. D'accord, merci. On va revenir dans le détail sur tous ces points. Je précise quand même que, a priori, vous êtes tous dans une tendance où vous aimeriez voir évoluer la législation. Vous nous direz dans quel sens, mais on n'est absolument pas là du tout pour faire du prosélytisme. On a tous conscience que c'est un problème de santé publique, c'est un problème social qu'il faut lutter contre, mais quels sont les meilleurs moyens pour lutter? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette émission. Et avec vos questions, bien sûr, Anaïs. Et oui, Fred, les internautes ont posé leurs questions sur notre site internet, l'espritsorcier.org, ainsi que sur Facebook et sur Twitter, #EspritSorcier. Et alors, pour lancer la discussion, on a d'ailleurs une première question de Victor. Allons-y. Je voudrais poser un petit peu les bases, quelque part. Quelles sont les juridictions actuelles sur la possession de cannabis ou sur le fait d'en faire pousser? Et en pratique, est-ce qu'elles sont réellement appliquées? Ah, alors? On peut dire qu'en général, la détention pour consommation, on va dire personnelle, toujours très difficile à vérifier, c'est souvent des rappels à la loi. Quand il s'agit des prises de trafic, il peut y avoir une suite judiciaire avec exécution de peine, si c'est notamment des gros trafics. Mais disons qu'on a une législation dont la finalité, c'est de ne pas être appliquée, en gros, en France. Voilà. On a une législation, il y avait la Tchéquie qui était un peu pareil à nous, très très répressive, et comme vous l'avez dit, c'est là où on consomme le plus. Il faut quand même se poser quelques questions. Oui, il y a quand même Mais disons, la question de l'application de la loi, c'est que la loi n'est pas applicable, parce que la loi prévoit, ne distingue pas. Oui, c'est quand même un problème, mais la loi prévoit quand même 10 ans de prison pour la détention sans distinguer usage de trafic. Donc la détention est assimilée à du trafic. Et si on fait une application systématique des lois, comme c'était prévu dans les peines planchées, auquel cas, ça veut dire qu'il faut sans doute multiplier le nombre de places de prison par 4. En vous disant, Anne Coppel, qu'en plus, les prisons sont des lieux où on consomme beaucoup. Très bien. Alors, avant de continuer, d'aborder les problèmes de santé publique, c'est très important, notamment pour les jeunes, les problèmes que ça pose en termes de société, les problèmes par rapport au trafic, je voudrais qu'on fasse un petit retour historique. Pas trop long, mais c'est important pour se replacer dans le contexte, pour savoir comment on est arrivé, nous, en France, avec cette loi de 1970, qui est une loi prohibitive, parce qu'à l'origine, le cannabis, c'est une plante qui pousse naturellement, qui a rencontré l'homme peut-être depuis le néolithique, dont il a été prouvé évidemment les effets euphorisants, mais aussi des effets thérapeutiques. On en parlera en fin d'émission. On retrouve le cannabis dans les pharmacopées indiennes, égyptiennes, il me semble, enfin différentes pharmacopées. On progresse comme ça dans le temps, on traverse les siècles, et puis d'un seul coup, il y a les pays colonisateurs qui arrivent. La France, au 19e siècle, eh bien, elle a ses colonies aussi. La Tunisie, le Maroc. On a l'office du kiff en France. C'est-à-dire qu'on touche des taxes sur le kiff. Oui, tout à fait. C'est ça, la France touche. Les Anglais font des grandes... Régie du kiff. Il y a une régie, kiff. Il y avait. Hein. Ah, ça fait bien, hein. Il y a aussi D'ailleurs. les Anglais qui font des grandes études scientifiques pour démontrer les bienfaits. Enfin, tout le monde va bien, jusqu'au moment où, au début du 19e siècle, les Américains s'emparent un peu du sujet. Et là,
boum, c'est la prohibition. C'est ça vous êtes un spécialiste de cette histoire aussi. Ou, enfin, je la connais un petit peu. Alors, c'est passé Habituellement, disons, la date qu'on retient, c'est 1937 aux États-Unis. Ça s'appelle le Marijuana Tax Act. Donc c'est ça qui va interdire le cannabis aux États-Unis. Ce qu'il faut noter, c'est que cette interdiction du cannabis, elle a lieu peu de temps après la fin de la prohibition de l'alcool. Et en partie, le système répressif mis en place pour l'alcool va servir au cannabis. Et que les raisons pour lesquelles le cannabis a été interdit sont peut-être liées aux intérêts de grands groupes industriels, parce que c'est le moment où les premiers tissus synthétiques apparaissent, où le nylon apparaît, et où un certain nombre de grandes entreprises comme Dupont de Nemours et d'autres tentent de faire disparaître un vrai concurrent, parce que le chanvre... Pourquoi? C'est parce que le chanvre, le cannabis, c'est la même plante. Tout à fait, le chanvre et cannabis, c'est la même chose, c'est simplement le taux de THC qui varie. Il y a plutôt un cannabis, disons, à fibres, et puis un cannabis à sommité fleurie qui permettent disons, un cannabis qui sert plutôt à être consommé comme drogue. Et le chanvre, pendant des siècles, a servi à la marine. Il n'y aurait pas eu pour faire des cordages. C'est presque imputrescible, ça a d'excellente qualité. Et donc, d'une certaine manière, il est possible que le cannabis ait été interdit en partie parce qu'il faisait obstacle au développement du nylon et d'autres produits de synthèse. En tout cas, donc un enjeu économique important, mais aussi des questions qui sont posées sur fond de racisme, non? Absolument. La prohibition aux États-Unis, elle s'est faite. Elle a été menée d'abord par les syndicats blancs contre les ouvriers chinois pour l'opium et contre les ouvriers chicanos pour la marijuana. Et donc, c'est d'entrée de jeu une question de choix des produits. Donc, et pour les Américains, c'est très clair, c'est une question qui est liée, c'est les minorités ethniques qui consomment les drogues venues d'ailleurs, alors que les bonnes drogues de chez nous, elles, doivent être autorisées. Bon, donc c'est un peu comme ça que ça se pose. D'accord, mais alors nous, justement, en France, il y a peu de consommateurs jusqu'en 1970. Encore que 68, ça devait commencer à fumer le pétard quand même un petit peu plus. Mais pourquoi cette loi en 1970, cette loi de prohibition? Alors là, je suis en train de travailler là-dessus. C'est pas 68. Oui. C'est pas 68, c'est C'est une pas façon pour le 68, pouvoir c'est une de reprendre manière la main. de reprendre la main sur l'interdit pour bloquer la société. Enfin, il faut aussi dire que c'est une période qu'on appelle de panique morale parce que c'est le moment où les premières overdoses mortelles font la une des journaux. Mais en pas 1900... avec le cannabis, hein. Mais bien sûr pas avec le cannabis. Oui. Mais il y a une première overdose... non, parce que la loi de 70, elle ne porte pas simplement sur le cannabis, Non, elle c'est porte sur toutes les drogues illicites. Sauf l'alcool. Et c'est vrai qu'il y a quelques... Sauf l'alcool. Ah oui, bien sûr. Il y a quelques décès. Enfin, il y a cette histoire célèbre d'une jeune fille qui meurt sur la Côte d'Azur en 1969. Et ça fait vraiment la une des journaux parce qu'à l'époque, en France, c'est vraiment les toutes premières overdoses d'héroïne. Oui. Alors après cette page historique, pour être bien clair pour tout le monde, je voudrais qu'on aborde différents points et on va commencer par celui de santé publique. Pour connaître, est-ce que c'est un produit dangereux ou pas? Alors dans votre rapport, comme dans d'autres rapports, on fait souvent référence à un rapport, j'en cite encore un, c'est celui de 1998, le rapport, vous l'avez dit, du professeur Roch, c'est bien ça. C'est un rapport pour l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM. Je veux qu'on soit prudent sur ces questions de santé publique quand même, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour faire du prosélytisme, mais je dis quand même que, voilà, je rappelle que dans ce rapport, on dit dépendance physique faible, dépendance psychique faible, neurotoxicité nulle, sauf exception chez certains patients, toxicité générale très faible, dangerosité sociale faible. Est-ce que ce qu'on a étudié en 1998 est toujours valable aujourd'hui pour les médecins? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'on en sait plus? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur le cannabis, mais que la majorité des gens qui s'occupent de drogue pour des raisons diverses, en particulier, Anne Coppel le disait tout à l'heure, dans le secteur de soins, considèrent que le cannabis est une drogue très peu dangereuse. C'était d'ailleurs l'opinion donc de ce groupe de travail auquel Bernard Kouchner avait demandé de réfléchir à la dangerosité des drogues. Moi, je ne connais pas un addictologue qui soutiendrait que le cannabis est plus dangereux que l'alcool, par exemple. Ça me paraît impossible. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Vaillant, l'alcool est un produit qui peut tuer de manière aiguë.
L'alcool est un produit qui a des conséquences désastreuses sur la santé lorsqu'on en abuse sur un plan chronique. L'alcool est une substance extrêmement dangereuse et qui provoque chaque année un très grand nombre de morts. Le cannabis n'est pas une substance très dangereuse. Ce qu'on sait du cannabis, c'est qu'il a une toxicité pulmonaire. Là-dessus, enfin, si la substance est fumée, parce qu'on peut aussi consommer ça d'autres manières, mais si la substance est fumée, ce qui est presque tout le temps le cas, absolument, et donc là on a les deux toxicités qui s'additionnent. Et puis l'alcool en plus. Oui, alors ça, c'est sûr que la co-consommation alcool-cannabis, c'est un problème, pas un problème lorsqu'on est dans un appartement en train de discuter avec des gens ou de regarder la télé. Mais si on doit, par exemple, conduire un véhicule, alors là, ça augmente l'accidentalité, l'alcool de 5, le cannabis de 2, et donc l'association des deux, ça augmente l'accidentalité de 10, d'un facteur 10, qui est considérable. Donc c'est vraiment pas une bonne idée de co-consommer du cannabis et de l'alcool et de prendre le volant. Et puis, il y a une toxicité qui existe chez certaines personnes qui ont probablement une fragilité préalable. Il y a des gens, ils sont très peu nombreux, mais ça existe, il y a des gens qui vont faire des épisodes, ce qu'on appelle ça des bouffées délirantes, qui vont faire des épisodes psychiatriques aigus en consommant, pas nécessairement pour la première fois d'ailleurs, du cannabis, et qui vont rentrer dans une maladie chronique. Mais ça représente... Alors, la vraie difficulté, c'est que ces gens-là, on ne peut pas les repérer a priori. On ne peut pas dire lui ou elle, voilà. Non. Parce qu'on n'a pas actuellement les instruments pour savoir si une personne donnée va pouvoir... Et puis, le dernier problème de santé publique, alors il y a un certain nombre de problèmes qui sont liés à des métiers dangereux. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie de monter dans un avion qui est piloté par quelqu'un qui est raide défoncé, ou même qui est bourré de toute façon. Que l'idée que des gens, par exemple, qui travaillent dans une centrale nucléaire consomment des drogues, ça, on peut pas dire que ça fasse éventuellement vraiment... un artiste devant son tableau chez lui. Ça, c'est pas un problème. Okay, oui, ça va. Pas un problème. Encore qu'il pourrait nous faire un mauvais tableau. Tout à fait. Et puis le dernier problème, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, mais bon, voilà, on en a dit un mot, c'est la précocité des usages, qui est évidemment pas une très bonne chose. On peut rajouter un mot, Mais il tout y a ça, aussi l'évolution du produit. Oui. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de consommer un cannabis, soit la plante, soit une résine à 8% de THC, l'air de la molécule, ou à 25 ou 30, avec en plus des adjuvants que les trafiquants mettent dedans pour en renforcer le poids, donc le gain, et avec éventuellement des problèmes liés à ces adjuvants. On a entendu dire que des poudres de pneus ou je ne sais quelle substance qui viennent... honnêtement, c'est pas bon pour les poumons. Pas plus que des micro-billes de verre pulvérisées sur des feuilles. Bon, il y a quand même un problème de santé publique qui semble toucher aujourd'hui les jeunes. On va y revenir, il faut qu'on s'arrête là-dessus, parce que ça, c'est important. Mais avant, je voudrais qu'on prenne une question d'internaute. Alors, sur la dangerosité du cannabis, justement, on a reçu une question d'Antoine qui demande si le mode de consommation, fumer, vaporiser, inspirer, influence-t-il sur les risques pris par un consommateur, tant au niveau physique que psychique ? Oui, donc tout à l'heure je disais que la fumée de cannabis avait une toxicité pulmonaire. C'est sûr que si le produit est vaporisé, c'est-à-dire si on consomme les principes actifs sans qu'il y ait de combustion, alors évidemment ça change tout. Revenons sur les problèmes de santé publique pour les jeunes, parce qu'on dit quand même aujourd'hui il peut y avoir des décrochages scolaires, il peut y avoir des conséquences sur le QI. On a évalué aussi une étude anglaise, je crois, australienne, qui évalue qu'au bout d'un certain nombre d'années, 20 ans peut-être, eh bien, on peut avoir une perte de 10 points de QI, 8 à 10 points de QI. Il y a des conséquences qui sont importantes, sans oublier les trous de mémoire, l'absence de concentration. Bon, on a parlé des accidents de voiture, évidemment. Hors de question de conduire un véhicule ou ou même un scooter ou quoi que ce soit. Avec ça, on est bien d'accord. Mais sur le plan de la santé, quand même, il peut y avoir des conséquences au niveau du cerveau, non ? Écoutez, alors, d'abord, il y a cette étude australienne. C'est vrai qu'elle montrait que des consommateurs qui ont commencé à consommer jeunes du cannabis et à en consommer beaucoup, avaient, 20 ans après, une baisse. Ils avaient perdu plusieurs points sur leur QI. Alors, cette étude, elle a été contestée. On ne peut pas non plus affirmer que ça n'est pas possible. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que consommer très jeune du cannabis, c'est pas une bonne idée. Mais c'est vrai que consommer très jeune du tabac, de l'alcool ou
toute drogue n'est pas une bonne idée lorsqu'on a 12 ou 13 ans, ou même 14. Oui, mais Je le voudrais donner phénomène un exemple s'amplifie de ça. peut-être aujourd'hui. Pardon ? Le phénomène s'amplifie peut-être aujourd'hui, sûr. justement. Mais Vous dites que c'est pas une aujourd'hui- bonne idée quand on est jeune de consommer ça, mais aujourd'hui, les jeunes en consomment de plus en plus. C'est tout à fait clair. Une bonne partie des consommateurs, On est là, je pense. Oui, oui, absolument. une bonne partie des consommateurs ne sont pas majeurs. Donc, si je comprends bien, il faut plus de prévention. C'est Oui, ça? je le crois. Oui. Bah, tout à Mais fait. on n'a pas de prévention en France? Non, mais tout à fait. C'est-à-dire, le problème, c'est que la sauf le prévention, bilan. c'est le seul outil qui marche. Parce Ok. que c'est ça le problème. Bah, on Parce sait que la prohibition, pour le moment, ça ne marche pas. Voilà. Mais Mais- on ne sait pas encore si la prévention, la c'est quand prévention va même- marcher. La prévention, on citait les Pays-Bas, c'est-à-dire les pays nordiques ou les pays qui font de la prévention ont quand même des meilleurs résultats que quand on ne fait pas de prévention. Nous, on a confié la prévention aux policiers. Bon, ben, on ne peut pas mettre un policier derrière tout le monde. Il n'y a qu'une seule chose. Le problème, c'est que les Français ne croient pas à la prévention. Ils ont l'impression que c'est du bidon. Mais que c'est actuellement, laxiste. vous qui travaillez... Oui, Je allez-y. pense qu'il y a quand même un élément, et ça va tout à fait dans le même sens, c'est que la prévention ne peut pas être faite par des policiers, je dirais de ce point de vue, parce que ce n'est pas les plus crédibles auprès notamment de la jeunesse si on veut s'attacher à la question de la consommation chez les jeunes. C'est surtout que on mélange tout. Moi, je me souviens d'une campagne publicitaire, gouvernementale, où on mélangeait l'alcool, le crack, l'héroïne, la cocaïne et le cannabis. Je ne suis pas, moi, scientifique pour dire laquelle est la plus dangereuse. Mais je pense que c'est une erreur, notamment vis-à-vis du public jeune, quand on lui dit prévention, répression, parce que c'est dangereux. Il n'y croit pas. Comment voulez-vous prévenir en faisant peur alors qu'il n'y a pas les dégâts qu'on constate pour l'alcool ou le crack? Moi, je connais ça dans le 18e, qui est une drogue, je dirais, à mon avis, extrêmement grave quand on la consomme dans les conditions où souvent c'est le cas. Voilà, donc je crois qu'on n'est pas crédible. Pour faire de la prévention, il faut de la crédibilité, de la légitimité, et ce n'est pas en interdisant qu'on arrive à bien prévenir. C'est tout le problème de l'approche psychologique par rapport à la consommation de ce produit, et de quelques autres. Une question, Anaïs. Oui, alors sur le lien entre légalisation et consommation, Thierry nous demande si le pays venait à dépénaliser ou légaliser, quelles seraient les lois qui aboutiraient à la consommation de cannabis et est-il juste ou non de penser que cela ralentirait la consommation de cannabis? Dépénalisation ou légalisation? Moi, mon problème de la dépénalisation, Anne Coppel le sait, on a eu des discussions, c'est que ça ne règle pas le problème de l'approvisionnement. Ok. Donc voilà pourquoi je suis pour aller plus loin dans la légalisation contrôlée, pour qu'on surveille. Et moi, je ne suis même Prenons pas un pour exemple très clair, puisqu'on parle souvent des Pays-Bas, de la Hollande. Alors, il n'y a pas de dépénalisation là-bas d'ailleurs. Il y a un flot, on laisse faire. Bah, On a dépénalisé, mais on n'a pas traité la question de l'offre. Et, donc, en fait, il y a des du coup, trafics. aujourd'hui, ils reviennent, ils ferment, parce qu'ils sont débordés par le succès, y compris parce que les Français, ils vont acheter. C'est la raison pour laquelle vous êtes pour la légalisation et pas pour une dépénalisation. Encore que peut-être que pour arriver à une légalisation, il faut y aller progressivement et aller étape par étape pour avancer. Mais pour l'autre partie de la question, est-ce qu'une légalisation ou une dépénalisation réduit la consommation? Qu'est-ce qu'on en sait à l'étude de... Pour ce qu'on sait sur la dépénalisation de l'usage, c'est que ça ne change rien. Voilà, que l'usage est déjà dépénalisé. L'usage, hein, Oui. que ça ne suffit pas à résoudre le problème, je suis tout à fait d'accord, mais la majorité des pays européens ont dépénalisé, les Allemands ont dépénalisé l'usage. L'usage et la détention de petites quantités. Les Allemands, le Portugal, bien sûr, l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Donc vous dites, ça n'augmente pas, mais ça reste... Non, ce n'est pas la loi qui décide du niveau de consommation, c'est la crédibilité de la prévention. Voilà. Bon, maintenant, pour ce qui est de la légalisation, on ne le sait pas. Enfin, il faut qu'on suive ce qui se passe aux États-Unis. Mais moi, je dirais une chose. Je pense que c'est très important la façon de faire. Je crois qu'il y a des façons de faire qui sont incitatives. Alors, c'est comme sur l'alcool. Hein, on peut essayer de vendre l'alcool à des tas et de la pub et faire des lobbies. Et auquel cas, ça augmente la consommation. Et on peut aussi essayer de prendre des mesures qui restreignent et qui contrôlent mieux le marché. Donc, je pense que les résultats vont être fonction du dispositif qui est choisi. Je reviens sur le Colorado parce que c'est quand même une sorte de laboratoire. Bon, au Colorado,
l'usage de cannabis était déjà très élevé. Alors, c'est peut-être ça qui explique que actuellement, ce que dit l'État du Colorado, c'est que le niveau de consommation est resté à peu près le même. Hein, la substance était prohibée, maintenant elle a été légalisée, et en gros le niveau d'usage est resté le même. Bon, peut-être que c'est lié au fait que le niveau d'usage était élevé. Bon, imaginons qu'on transpose ça à la France. En France, le niveau d'usage est très élevé, et si on légalisait, il est probable qu'il n'y aurait pas brutalement 65 millions de Français, ou presque, qui se mettraient à fumer des joints. On retombe sur le problème des très jeunes et du cannabis. Et il me semble qu'une des questions les plus intéressantes concernant la légalisation, c'est quelle est la part des taxes qu'on va utiliser pour la prévention et pour le soin. Ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut organiser le commerce, alors, voilà, et l'encadrer. Hein, il faut qu'il y ait une partie de cet argent qui serve utilement à la prévention et aux soins, parce que sinon, effectivement, c'est un peu hypocrite. Pour faire de la prévention. Je fais une petite parenthèse parce que la question est d'actualité quand même. Que pensez-vous, puisqu'on parlait de prévention, est-ce que c'est de la prévention d'ailleurs, de la proposition de Mme Valérie Pécresse de dire, bah voilà, on va faire des tests dans les lycées? Les Américains ont fait ça pendant 20 ans. Et ça a eu quand même un certain effet, c'est-à-dire ça a enrichi les industries qui vendent des tests, parce que ces industries-là ont aussi vendu la façon de les neutraliser sur Internet, quoi. Donc, d'accord. Oui. Donc ça n'a pas eu d'effet aux États-Unis. Il n'y a pas eu d'effet. Et est-ce que c'est applicable a priori juridiquement ou pas? C'est compliqué de le dire peut-être, non? Moi, je vais vous le dire, je trouve que c'est une proposition préélectorale. Je pense que ce serait désastreux, même si elle est présidente de région. Pourquoi faire? Ça ne marchera pas. Et alors on va, si je puis dire, encombrer les lycées en plus. On va être honnête sur l'aspect politique et cannabis. Hein. Les politiques de droite comme les politiques de gauche ne sont pas très francs sur la question, parce que là vous dites, c'est une annonce préélectorale, mais notre président actuel, M. Hollande, si je me souviens bien, avait ouvert le débat avant les élections. Je suis, vous savez, très à l'aise. Non, mais je sais que vous l'êtes. Je suis un fidèle soutien à François Hollande. J'ai un désaccord avec lui, avec le gouvernement, sur le fait qu'ils n'ont pas, comme je l'avais suggéré, à l'un et à l'autre, ouvrir le débat comme nous l'avons ici. C'est ce que vous vouliez. Voilà, ouvrir un débat pour essayer d'aborder les vrais sujets et éviter de tomber dans les caricatures, dans les excès, dans les formules. Comment vous faites par rapport au Parti Socialiste aujourd'hui là-dessus? Ils ne vous disent pas, Daniel, on se calme un peu? Écoutez, je fais ce que je veux, de toute façon. Premièrement. Deuxièmement, je suis un garçon discipliné. Je n'ai pas fait des propositions de loi. Ça ne sert à rien de passer en force face à une gauche qui hésite et une droite qui est vent debout dès qu'on aborde ces sujets. Donc moi, je pense qu'il faut ouvrir le débat, dédiaboliser, discuter, aborder la question par la santé publique, plutôt que par la chasse à la fumette. Voilà. Parce que les policiers ont bien d'autres chats à fouetter dans la période. Et c'est vrai que le deal, le trafic, quelquefois, donc, la dénaturation du cannabis dans les banlieues, les lampes à sodium pour augmenter le taux de THC, etc., on sait que ça alimente aussi les ruisseaux, les rivières du terrorisme. Alors justement, on y arrive à l'aspect trafic. Vous, dans votre rapport, vous écrivez « La prohibition est devenue l'allié objectif des trafiquants ». Pour quelle raison ? Parce que c'est objectivement, je me souviens dans Libération, quand vous y faisiez allusion tout à l'heure, la réaction d'un certain nombre de dealers a été de dire on est contre la proposition de Daniel Vaillant, il nous casse le business. Voilà, donc... Il y a du monde contre vous. Oui, bah, écoutez, d'avoir les dealers et les trafiquants contre moi, ça me va plutôt. Mais alors, vous disiez que ça posait aussi des problèmes énormes dans les quartiers. Vous le disiez tout à l'heure, aussi quand vous étiez maire du 18e, c'est le quartier de la Goutte d'Or. Oui. On connaît aussi il y a un autre maire qui s'appelle M. Catignon, qui est à Sevran. Qui avait la même position que moi. Qui a la même position que vous, en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a un vrai problème de sécurité pour les habitants. Vérole la vie, démolit le vivre ensemble. On sait que cette économie parallèle, elle alimente toutes les tensions possibles dans les groupes, dans les cités, effectivement de banlieue. J'imagine, un peu peut-être de manière idéaliste, trop, mais un cannabis qui sera acheté par les majeurs dans un tabac avec une licence particulière, où on pourrait, sur la base des taxes, alimenter la lutte contre la consommation par une prévention éducative intelligente.
Bon, je pense personnellement que ce soit moins dangereux que d'aller récupérer au coin des rues, quelquefois en consommant sur place ou dans les cages d'escalier avec des copains qui ne sont pas toujours de bonne fréquentation, et de se faire, je dirais, au pire, enlever par la police pour être amené à la maison. Pire. Voilà. Mais non, mais Ah oui, oui, c'est oui, ça oui, la oui, réalité. C'est la triste réalité de nos quartiers. Oui, avec des guerres de gangs aussi. Oui, bien sûr, et des règlements de compte tels qu'on les voit à Marseille, parce que c'est Mais lucratif ça, on le pour voit, certains. on le sait dans les faits divers, on est C'est pourtant au lucratif courant. pour les têtes de réseau. Anaïs, on a une question Oui, là-dessus alors la question du trafic pose aussi la question de la composition des substances et des drogues. On a une question ici dans le public. Oui, bonjour. Donc, ma question, c'est le risque de dépendance du cannabis est-il lié au produit avec lequel on coupe le cannabis ou au cannabis lui-même? Risque de dépendance lié au... La vérité, c'est que, en tout cas concernant le cannabis, le risque de dépendance, il est surtout lié à la personnalité. Habituellement, on dit que qu'est-ce que c'est que l'usage de drogue? C'est la rencontre d'une personne ou d'une personnalité, d'un produit et d'un certain contexte. Bon, je pense qu'il y a un relatif consensus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun consensus total sur le cannabis. Mais il y a un relatif consensus pour dire que le type de dépendance que le cannabis entraîne est extrêmement faible. Une question qu'il faut qu'on aborde aussi, parce qu'il a souvent été dit qu'on commence par fumer du cannabis et puis on passe à l'héroïne, à la cocaïne, etc. Est-ce que scientifiquement, il y a un lien, il y a un passage? Non, mais là-dessus, je pense qu'on est à peu près au clair. Ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'escalade. Il y avait des gens qui soutenaient que les consommateurs de cannabis finiraient, peut-être pas 100% d'entre eux, mais un grand nombre d'entre eux, finiraient par consommer des drogues plus dures. C'est ça la question. Il y a des études qui sont faites régulièrement à l'occasion de la journée d'appel à la défense. Il y a des garçons, des filles, et il y a un grand questionnaire santé sur lequel il y a plein de questions sur les drogues. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que ceux qui consomment du tabac et de l'alcool sont aussi ceux qui consomment du cannabis. Et c'est logique. Pourquoi? Quand on a consommé de l'alcool, on a une idée de ce que c'est qu'une ivresse. Alors l'ivresse alcoolique et l'ivresse cannabique ne sont pas les mêmes, mais le point commun, c'est l'ivresse. Et lorsqu'on a fumé du tabac, on est susceptible de fumer autre chose. Donc il y a une certaine logique des produits, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que la théorie de l'escalade, plus personne n'y croit aujourd'hui. On parle plutôt de théorie de la porte d'entrée. C'est vrai qu'à partir du moment, par exemple, où on acquiert du cannabis auprès d'un dealer, on a une petite interface, mais une interface tout de même avec le marché clandestin. Et on peut vous proposer autre chose. Et les dealers sont là pour vous proposer autre chose, tout un échantillonnage. Je ne crois pas qu'un buraliste, s'il avait cette licence particulière, proposerait autre chose. Ouais. D'accord. Alors j'aimerais maintenant qu'on en arrive plus précisément à vos propositions dont on va discuter. Il y a 4 points dans votre rapport. La politique de prévention renforcée et lutte contre le malaise de la jeunesse française. Ça c'est clair, on en a parlé. Ça c'est important, vous commencez par ça. La deuxième chose, c'est le contrôle de la production. Alors on se mettrait à produire du cannabis en France. Qui le ferait, comment, où? Des cannabiculteurs qui seraient répertoriés. Mais l'alcool, vous croyez que les vignerons produisent de l'alcool, du vin? Non mais c'est un nouveau métier là. Oui, une nouvelle filière. Nouvelle filière. Je dirais, Alors comment avec, vous imaginez les choses? Des grandes entreprises, Écoutez, des petites unités? un établissement public, peut-être. Vous avez eu la CEITA, je sais pas, c'est pas si lointain pour le tabac. Il pourrait y avoir un établissement public, les douanes, qui seraient à son service, notamment pour l'importation. Il vaudrait mieux avoir des rapports plus transparents avec le Maroc que de s'entendre dire au niveau des autorités marocaines, mais non, on ne produit pas de cannabis. Et nous n'en exportons pas chez vous, et nous, de faire la guerre sur autoroute à ceux qui ramènent du cannabis par dizaines, voire cinquantaines de kilos. Le Maroc, Voilà. c'est 80% a priori de la consommation française? Disons qu'il y a quand même un développement de l'autoculture en France qui est assez important. Voilà. hein, Et qui alors, est- dans mon rapport, je disais Alors, que l'autoculture, moi, je suis un peu réservé. Pourquoi? Pas tellement par rapport à celui qui ferait ses 4 plans pour sa consommation personnelle. Mais ça commence où, ça s'arrête où? Et donc moi, si on est pour légaliser et trouver le produit à un taux de THC convenable et bio, je dirais,
un cannabis bio, délivré aux majeurs selon des conditions, je dirais... Cannabis bio en plus. C'est luxe alors le rapport Vaillant. Non, mais incroyable. par rapport à des produits qui sont poussés dans des ateliers un peu comme votre studio ici, mais avec des lampes à sodium, bon, je pense que ce serait mieux. Mais l'autoculture, on voit bien après les limites, hein, parce que si on se met à faire 10 pieds, 15 pieds, on vend aux voisins, on n'est plus dans la légalisation contrôlée. Donc je n'ai pas retenu cette proposition. Donc on produit nous-mêmes notre cannabis et on n'interdit pas les importations parce que ça on ne peut pas fermer la porte. Mais on les contrôle. Et oui à la transparence et non au trafic. Mais comment on peut contrôler le cannabis avec le Maroc alors que le Maroc lui-même ne reconnaît pas la légalité de la culture du... Non mais vous tarissez. Comment on fait? L'idée c'est de tarir l'offre, puisqu'on peut acheter le cannabis tranquillement. Pourquoi aller prendre le risque de l'acheter au coin des rues et de se faire gauler, en parlant vulgairement? D'accord. Troisième point, un système de distribution sécurisé. Vous en avez déjà parlé, c'est-à-dire qu'on pourrait trouver ça où? Dans les pharmacies, j'ai les bureaux de tabac et les sont les pharmaciens avec leurs problèmes. Moi, je pense qu'un des débits avec une licence particulière. Mais moi, je suis prêt à examiner. Je n'ai pas de solution définitive. Et des lieux de consommation aussi? Ah non, moi, pour l'instant, je n'ai pas envisagé cette question. Je l'envisage pour la consommation à moindre risque dans des lieux de consommation à moindre risque pour des drogues, notamment injectables. Mais je pense que ça serait ridicule d'avoir bon, sauf si des tabacs devaient avoir, ou des restaurants devaient avoir, comme pour le cigare, des lieux non pas dissimulés, mais sécurisés. Bon, enfin, je crois que ce n'est pas le sujet, parce qu'aujourd'hui, tout le monde consomme du cannabis. Pas moi, j'en ai jamais fumé, jamais consommé de ma vie. Donc je reste insécuritaire sur ce sujet. Hein. Je ne suis pas du tout un libertaire. Mais je voudrais être efficace. D'accord. Quatrième point, c'est important, vous voulez sanctionner plus sévèrement les pratiques à risque. Donc, on disait conduite, etc. Alors, mais il y a un petit problème quand même d'outils à utiliser, parce que on sait que l'alcotest pour l'alcool, comme son nom l'indique, ça fonctionne assez bien. Mais par contre, quand on consomme du cannabis, ça reste assez longtemps dans l'organisme. Vous allez nous répondre à ça, puisque vous êtes médecin. Et en même temps, les effets peuvent avoir disparu. Ça signifie que si, par hasard, je fume un joint ce soir et que je me fais arrêter demain soir par la police parce que pour un contrôle comme ça et que je fais un test, on va trouver des traces, mais les effets ont complètement disparu, non? C'est tout le problème. Vous avez parfaitement résumé la question. Et alors, ce qui est troublant, c'est que le cannabis est la seule substance qui soit dans cette situation. Toutes les autres drogues sont des drogues qui se lient volontiers à l'eau. Elles sont hydrophiles, mais pas le cannabis. Le cannabis, il a une affinité pour les graisses. Et donc, il reste longtemps dans l'organisme. Par exemple, chez des gens qui consomment de manière régulière du cannabis, on peut en trouver dans le sang ou dans les urines jusqu'à plusieurs semaines après l'arrêt de la consommation. Donc, il est sûr que quelqu'un qui fume un joint un soir et qui prend sa voiture le lendemain soir peut parfaitement être contrôlé positif, alors que personne ne soutiendra que 24 heures après, il est encore sous l'influence du cannabis. D'accord, mais ça doit poser un problème parce que les tests se pratiquent de plus en plus régulièrement. Oui, donc, ils sont très très contestés parce que cette difficulté n'a pas encore été surmontée. C'est une difficulté de nature technique. Mais vous pouvez contester les tests dans ces cas-là, il faut prendre des batteries d'avocats pour contester et dire non, attendez, j'ai fumé il y a 3 semaines. Il peut y avoir des effets de seuil, bon, c'est ça où il faut voir. C'est peut-être pas la même chose de prendre un joint et d'être positif pendant quelques jours ou d'en fumer 15 et de se retrouver. Donc voilà, je pense qu'on peut techniquement progresser parce que. Oui, on va techniquement progresser, mais on va dire qu'actuellement, ça n'est pas vraiment au point, cette histoire. Elle est compliquée. Il y a quand même les tests dans la façon de bouger. Ah oui, non, mais il y a des tests. Non, mais ça, moi, il s'avère que je suis de longue date un partisan des tests psychomoteurs au bord de la route, en tenant compte de l'âge des gens. C'est-à-dire, vous faites marcher sur la ligne blanche et voir si le coude sur le genou, vous savez. Bien sûr, parce que vous savez qu'un alcoolique qui est en état de manque d'alcool, il est dangereux au volant. Un héroïnomane qui est en état de manque d'héroïne, il est dangereux au volant. Ce qui est important, c'est de savoir si les gens ont des capacités psychomotrices, comme on dit, qui permettent de conduire de manière normale. Et les dosages de substances, de ce point de vue-là, ça vient plutôt compliquer les choses.
Et je n'ai jamais très bien compris pourquoi en Europe, il y a peut-être des pays d'Europe qui ont adopté ce... C'est pas parce que je suis pro-américain en tout, mais en l'occurrence, je trouve que c'est vraiment une des manières les plus raisonnables, les plus simples. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, là, je mêle de ce qui ne me regarde pas, mais ça me paraîtrait en tout cas, ça me paraîtrait être un moyen relativement raisonnable de savoir si quelqu'un est capable ou pas de conduire un véhicule, quoi. D'accord. Justement, vous abordez la question des autres pays et Antoine voulait poser une question à ce sujet, au sujet du Canada. Tout à fait, bonjour, et j'aimerais savoir pourquoi les politiques français ne suivent pas l'exemple du Canada, par exemple, et de Justin Trudeau. Alors, qu'est-ce qui se passe au Canada? Bah, au Canada, je pense que pour le moment, c'est surtout en débat, hein. C'est plutôt aux États-Unis où il y a eu une évolution très rapide, un renversement complet. Puisque les Américains, oui, les Américains qui ont vraiment tourné leur veste. L'Uruguay, voilà. Qui entraîne d'autres pays d'Amérique du Sud. Tout à fait. En Amérique du Sud, il y a vraiment un changement. À l'heure actuelle, ils ont fait le bilan, la guerre à la drogue, c'est une catastrophe. Bon, ils sont allés très très loin hein, dans cette histoire-là. Donc il y a un grand renversement. Je pense, pour autant que je sache, que Trudeau a pris position pour une évolution, mais elle n'est pas encore... C'est ce que j'avais compris aussi. Disons que ça ne l'a pas empêché d'être élu, quoi. Voilà, à ce stade. D'accord. Important, hein, pour un homme politique. Hein. Mais, puisqu'il y a la question, et je me sens directement interpellé, la France est dans une situation un peu particulière, à beaucoup d'égards d'ailleurs, positivement ou négativement. Et on le disait tout à l'heure, la France a cette spécificité de ne pas savoir appréhender les débats touchant des fois la santé publique, à la mort. Écoutez, on en a encore à essayer de passer la loi Claes-Leonetti sur la sédation définitive, mais surtout pas le suicide assisté. Parce qu'on est en France avec le mariage pour tous, où tout de suite c'est des manifestations, des violences verbales, politiques, physiques quelquefois. Et donc on déclenche chez nous, alors il faudra des débats apaisés, d'intelligence, scientifique, etc., pour apaiser un débat comme celui-là. Vous pensez que le cannabis, il est de droite ou de gauche, que les parents concernés sont de droite ou de gauche? Ben non. Il est que les parents sont quelquefois instrumentalisés et que moi, j'aimerais bien qu'on me pose la question. J'ai 3 grands-enfants qui n'ont jamais consommé, j'en ai 2 petits, j'espère qu'ils ne consommeront pas, mais si on me posait la question à moi, préféreriez-vous, dans l'hypothèse où votre enfant à 18 ans veut consommer du cannabis, est-ce que vous préférez qu'il aille l'acheter de manière transparente, à un taux peut-être un peu moins cher, et avec un taux de THC compatible et naturel, le cannabis étant bio, comme je disais tout à l'heure, ou est-ce que vous préférez qu'il aille à Barbès, l'acheter au coin d'une rue, le consommer, avec tout ce qui est le cortège de risques sociaux, voire de violence qui va avec? Moi, je répondrais, oui, je préfère la première solution. On ne pose pas comme ça les questions aux parents actuellement. Ok, mais les parents sont inquiets aussi. C'est complètement légitime. Qu'est-ce que vous leur conseillez, vous, parce que vous faites SOS Addiction? Je suis inquiet parce que mon fils, ma fille, je soupçonne de... Qu'est-ce qu'ils font, les parents? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je crois que ce qui fait peur aux parents, souvent, c'est moins le cannabis que les conséquences que ça va avoir. C'est l'idée que leur môme va se retrouver au commissariat, qu'il va s'embrouiller avec des dealers, qu'il va être mal bossé à l'école aussi. Bien sûr qu'il y a cette inquiétude. Bien sûr qu'il y a cette inquiétude. Et chez ceux qui consomment de manière vraiment lourde du cannabis, il est rare qu'il n'y ait pas des conséquences sur la scolarité. C'est sûr que quand on fume un joint et qu'on va au cours d'histoire ou de mathématiques, ben on rêvasse. Il ne faut pas non plus exagérer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire sous cannabis, hein? C'est assez intéressant. L'inventeur de la carte à puce, il a découvert la carte à puce après avoir fumé un joint. Il rêvassait et puis à un moment il a fait « Ah !» et là il avait l'idée de la carte à puce. Les activités attention, on va vous accuser de faire du prosélytisme là et de faire des génies en fumant des joints. Hein, prenez vos responsabilités. Il l'a dit lui-même. Ouais. Les activités très répétitives, on peut facilement les faire sous cannabis. En revanche, ce qui est vrai, c'est que pour engrammer des informations nouvelles, en gros pour apprendre son cours de maths, d'histoire, etc. C'est pas bon. Le cannabis, c'est pas le bon truc. C'est très clair. Donc voilà, on peut pas non plus faire n'importe quoi avec cette substance, même si elle est peu dangereuse. Donc très important, on va terminer sur le cannabis thérapeutique. Justement, vous en parlez dans votre rapport.
En France, pour le moment, on est d'accord, c'est interdit. Oui, c'est tout à fait interdit et c'est un grand problème parce que malgré tout, les Américains, l'évolution, elle s'est faite par le cannabis thérapeutique. C'est-à-dire que c'est un apprentissage finalement aussi bien de la culture. Je veux dire, c'est un produit qui n'est pas simple, le cannabis, contrairement à ce qu'on peut penser. Il faut apprendre. Les taux de THC, il y a des produits, il y a du cannabis qui relaxe, il y en a d'autres qui excitent, voilà. Et donc, il y a plusieurs utilisations possibles. Il faut apprendre à consommer. C'est comme l'alcool, hein. On a une culture de l'alcool, mais sur le cannabis, il y a aussi une expérience acquise par les consommateurs, mais elle n'est pas transmise. Bon. Et donc, la prévention, elle repose sur ça, c'est-à-dire sur la connaissance des prises de risques. Et moi, je pense que, en tout cas, c'est pas ce que je pense, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que l'expérience du cannabis thérapeutique, c'est ça qui a permis de, ce que j'appellerais civiliser le produit, c'est-à-dire apprendre à faire avec. D'accord. Pour ceux qui l'ignorent, c'est quoi? C'est un effet antalgique, essentiellement? Franchement, on ne peut pas le résumer en 2 mots, mais ça a des propriétés anti-nauséeuses, anti-nausée-vomissement. Ça a des propriétés antidouleurs. Ça peut être utilisé dans certaines maladies de l'œil. Si vous voulez, Anne Coppel disait il y a un instant quelque chose qui est très vrai. La morphine, elle a été isolée au début du 19e siècle. Le THC, il a été isolé en 1964. Le cannabis et les cannabinoïdes, c'est une chimie extrêmement compliquée. Et on est en train, la médecine, là il y a eu une histoire récente à Rennes, où on a d'abord pensé, parce que les responsables ont mal communiqué, qu'il s'agissait d'un cannabinoïde issu de la plante. Voilà, moi je disais, tiens, c'est bien la première fois qu'un cannabinoïde tue. C'était pas un cannabinoïde issu de la plante, c'était plus compliqué que ça. Pendant quelques heures, il y a eu un amalgame. Hein. Pendant quelques heures, il y a eu un amalgame et personne n'y comprenait plus rien. Non, il y a des perspectives extrêmement intéressantes avec les cannabinoïdes en médecine. Mais alors là, on n'est plus dans le tabou sociétal. Par ailleurs, on pourrait le confirmer, les gens peuvent faire 10 pharmacies et acheter de la codéine tranquillement. Oui, absolument. Voilà. À très grande dose. Hein. Vous pouvez vous fournir de ça. À très grande dose. Vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on peut distinguer 2 choses. Alors, on est donc bien dans l'hypocrisie. Oui, vous le disiez tout à l'heure, Mme Coppel, parfaitement. Il faut y aller progressivement, sans doute. On peut passer par le cannabis thérapeutique. Il y a une réalité. Ça peut être un besoin pour certains patients et certaines pathologies. Et là, il faut bouger peut-être un petit peu plus vite, non? Oui. Il faudrait, oui. Mais pour bouger, il faut une loi. Moi, je suis disponible, mais une loi, écoutez. Non, mais au moins sur le cannabis thérapeutique. Proposer une au moins loi. sur le cannabis thérapeutique. Maintenant sont réunis, puisque Marisol Touraine a modifié l'article qui interdisait l'utilisation de cannabinoïdes naturels. D'accord. Donc, maintenant, ces produits-là, on peut les voir apparaître. Progressivement mettre un pied dans la porte pour qu'elle s'ouvre plutôt que se refermer. Voilà. Je pense que c'est une ouverture et de diabolisation aussi. Hein. C'est pour dédiaboliser ce produit que les Français connaissent mal en réalité. D'accord. Voilà. Très bien. Une dernière question, Anaïs. Oui, Julien nous demande, se pose des questions sur Internet par rapport à l'utilisation de ces antidouleurs. Il explique, le cannabis est un antidouleur à côté duquel il y a la morphine, un autre antidouleur, fait lui à partir d'opium, un psychotrope qu'il dit donc bien plus puissant et néfaste pour la santé. Or, la France est l'un des leaders mondiaux dans la production de morphine. Donc sa question c'est, y a-t-il une question de conflit d'intérêts ? Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voulez que je réponde? Oui. Enfin, que je donne mon sentiment. Oui, votre sentiment. Mon sentiment, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une... Enfin, je me trompe peut-être, je ne crois pas qu'il y ait une rivalité entre la morphine et le cannabis en France. Il n'y a pas que la France qui produit des opiacés. Les opiacés, ce sont les antidouleurs les plus utilisés dans le monde, qu'ils soient naturels ou de synthèse, et il y a plein de pays qui sont producteurs d'opiacés. Non, mais je crois que ce qui s'est passé, surtout, c'est que les médecins français n'ont jamais pris au sérieux la question du cannabis thérapeutique. C'est-à-dire, soit ils pensaient que c'était un truc folklorique et sans intérêt, soit ils pensaient que c'était le faux nez de la légalisation. Ils disaient, oui, ils sont pour le cannabis thérapeutique, mais en réalité, c'est pas ça qui les intéresse. Le cannabis thérapeutique, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est la légalisation du cannabis récréatif et ils pensent que c'est le bon moyen. Donc, dans tous les cas, ils n'ont pas pris au sérieux cette question et ils ont tort parce qu'aujourd'hui, il y a des laboratoires qui ne sont pas des associations philanthropiques, qui dépensent beaucoup d'argent. En Suisse, ce n'est pas des libertaires gauchistes. Ils produisent du cannabis pour des
je dirais des concoctions pour soulager des malades, du cancer aussi. J'ai eu des exemples, moi, qui m'ont été montrés, de gens, des décoctions, des infusions, des inhalations, donc naturelles, ce qui différencie du Sativex ou des molécules de synthèse. Voilà, mais il faut surmonter tout ça, parce qu'il y a l'hypocrisie, il y a le risque. Oui, vous êtes en train de proposer le cannabis thérapeutique pour mieux revenir au cannabis récréatif. Bon, je pense on a du boulot, quoi, hein, tout simplement pour faire de la santé publique. Ok, on va conclure. Daniel Vaillant, c'est quand même Jean-Marc Ayrault, Premier ministre à l'époque, qui vous confie cette mission de faire... C'était quoi? C'est pour vous occuper les week-ends ou toute la semaine? Il n'était pas Premier ministre, il était président du groupe socialiste. Pardon. Il m'a confié ce rapport, on a mis des mois et des mois, des auditions. Ce rapport a été pris en compte par le groupe socialiste. Disons que j'ai été compris, y compris de la part de ceux qui m'interrogeaient. Et puis, disons que la porte s'est fermée assez brutalement au printemps 2012, en disant qu'il ne faut pas ouvrir ce débat parce que ça va être voilà, ça va être la déflagration. Non, mais après la présidentielle. Et après, oui, mais au moment de la présidentielle, lors des primaires, ça a été évoqué aussi. Les candidats ont relativement esquivé. Oui, d'accord. Et puis évidemment, il suffit qu'il y en ait un qui ouvre pour qu'immédiatement derrière, on ait, je sais pas, l'ancien ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui dise « au loup, regardez bon. Donc le débat, il est presque interdit en France de l'avoir. Presque interdit, mais ce sont les politiques qui décident, c'est pas nous qui pouvons, ou alors on peut, mais les citoyens, mais pas... Les médias ont contribué, à mon avis, à ouvrir la discussion. Disons qu'on n'est quand même pas au même point aujourd'hui qu'on était voilà 10 ans. Vous parlez beaucoup d'hypocrisie, comment ça se passe? C'est pas filmé, rassurez-vous, on vous entend pas. Comment ça se passe dans les couloirs de l'Assemblée nationale? C'est pas comme ça que ça se passe. Mais que disent vos amis députés de droite ou de gauche par rapport au cannabis? Ils vous disent c'est un produit pourri ou vous disent non, on devrait avancer? Mais quelques-uns m'ont dit c'est toi qui as raison, mais on peut pas le dire parce qu'on est dans une famille politique où c'est absolument interdit de prononcer ça. Dans le groupe socialiste, je peux vous dire que le nombre de députés qui me disent t'as raison, il faut continuer, il y en a beaucoup. Et puis moi, vous voyez, ça ne m'a pas empêché d'être élu. Non, mais c'est un combat que vous voulez, puisque vous êtes là aujourd'hui, c'est un combat que vous voulez continuer à mener. Parce que je suis passionné par l'intérêt général, par la santé publique, par l'avenir de nos enfants. Et je trouve que c'est dramatique de laisser notamment notre jeunesse dans les mains des dealers, des trafiquants et de tous les contrebandiers, que ce soit l'alcool d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les alcooliers peu scrupuleux, ça existe, qui poussent à la consommation des drogues pour les jeunes. Qui s'appelle l'alcool. Puis vous avez vu les lobbies, comment ça marche quand même. L'alcool, c'est quand même sympa dans certaines régions pour faire des voix. Oui, ça, tous les députés le savent bien. Même moi, à Montmartre. Mais oui, vous avez des lignes. Oui, bien sûr. Un mot de conclusion, Anne Coppel. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez l'avenir? Enfin, disons que je ne suis pas trop pessimiste, parce que malgré tout, la situation française, elle est complètement bloquée, ça, c'est clair. Mais par contre, le renversement de ce qui se passe en Amérique latine et en Amérique du Nord, ça c'est majeur. Parce que malgré tout... L'inspiration peut venir de l'étranger? C'est pas seulement ça, c'est que jusqu'à présent, les politiques internationales, elles étaient quand même imposées par les Américains. La guerre à la drogue, c'est l'Amérique. Et donc, c'est l'Amérique qui l'a inventée en 1970. Nous, on a suivi l'affaire, mais je veux dire... c'est quand même... Bon, et là, tout d'un coup, il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de chef au niveau de l'ONU. Donc, si vous voulez, c'est quand même un tournant majeur. Sans compter qu'il y avait... Mais il y a l'Europe. Et moi, je veux vous dire, je vois bien en France comme c'est bloqué, mais je pense qu'une harmonisation européenne des prises en charge, la manière de procéder, ça évitera les effets d'ailleurs d'aubaine. Et je pense que l'Europe pourra prendre en charge ces questions. Ce serait bien pour débarrasser la France. Ça va prendre beaucoup de temps, non? Oui, mais enfin, écoutez, il y a des exemples à côté de notre pays quand même. Et ça peut peut-être faire un peu école et faire évoluer les esprits. Puis ce serait tellement plus facile pour nos gouvernants de dire que c'est l'Europe qui les fait changer d'avis. Bertrand Leveau, un mot de Oui, conclusion. non, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Moi, il y a encore quelques années, j'étais vraiment pessimiste. J'avais le sentiment que ça allait peut-être prendre 50 ans, un siècle, 2 siècles. Je n'en savais rien. J'avais vraiment l'impression que le changement des politiques de drogue, c'était une longue marche. Mais depuis, il y a eu ces affaires américaines, nord-américaines, sud-américaines, qui, Anne Coppel a raison, Daniel Vaillant a raison, changent la donne.
Donc on peut peut-être espérer que, malgré le retard français, il y ait un débat en Europe. On sent quand même que les choses ont changé. On sent déjà que les débats ont changé. Je pense que vraiment, il y a eu quand même beaucoup... On part de loin, on va dire, mais il y a quand même une évolution qui va, à mon avis, dans le bon sens. D'accord. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat, de nous avoir apporté vos informations. Je précise encore une fois que l'objectif, ce n'était pas de parler du cannabis pour le consommer davantage, mais bien d'en tenir compte dans les questions de santé publique et de société. Mais je tiens à le rappeler, parce que trop souvent, quand on parle du cannabis, on nous dit qu'on fait du prosélytisme. C'est absolument pas notre but, mais c'est quand même de faire avancer le débat dans la société. C'est ce que vous avez essayé de faire avec votre dossier. Voilà. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'aspect scientifique du cannabis et sur l'aspect santé, je vous renvoie à notre dossier sur l'espritsorcier.org. Merci à tous. Et puis, on se retrouve bientôt. Ciao.